Polysécure, épisode technique. Je suis avec Frank. Oui, salut Nicolas, ravi de vous revoir et avec un bel été, enchanté d'être de nouveau avec vous. Tout à fait, surtout après 3 semaines de vacances, fait que tu vas être pleinement reposé, fait qu'on va aborder des sujets plus funky pour commencer. Tu m'avais proposé justement un sujet très audacieux, je le trouve très audacieux, c'est-à-dire qu'on a déjà fait quelques épisodes sur Sentinel, de prendre Sentinel et de l'exposer à un environnement multiclasse, c'est-à-dire d'utiliser toute la puissance de Sentinel dans un contexte où on ne vit pas dans un seul et même cloud. On sait que Sentinel est excellent pour analyser tout ce qui est dans Azure au 365, mais aussi capable d'aller chercher tout ce qui est dans GCP et AWS pour en faire un élément intéressant. Fait que je vais te laisser présenter ça. Oui, écoute Nicolas, comme on s'était dit effectivement à la suite de différents épisodes sur Sentinel et la partie sécurité d'un SIEM ou d'un SOAR à pas cher, hein, on rappelle, je me permets de remettre une petite couche pendant 1 minute en disant que si vous avez un choix et que vous êtes cloud, ou même si vous n'êtes pas cloud, réfléchissez à réinstaller un CTI, à gérer vos machines, à gérer vos serveurs, à mettre des clusters en place et à installer malheureusement des anciennes appliances comme et j'ai rien contre Checkpoint, F5, peu importe, ou Curadar, mais ce genre de produit on-premise en tant que SIEM ou micrologique avec ArcSight par exemple, c'est des outils qui demandent de toute façon beaucoup d'investissement en termes évidemment de matériel, de gestion, de maintenance, de personnes qui connaissent aussi la partie aussi TI et réseautique du système. Et vous devez réinventer ce que vous avez proposé évidemment, par exemple à Microsoft, en ne vous préoccupant pas justement de l'accès à monter les bécanes, à monter évidemment le data center que vous voudriez monter, à le maintenir et compagnie. Je vous rappelle que Sentinel, si vous réécoutez les anciens épisodes, Sentinel, c'est, même si on a l'habitude et qu'on fait le strict minimum, à peine 15 minutes. Si vous êtes pure cloud, les logs rentrent dans les 2 ou 3 heures qui suivent. Puis si c'est un petit peu plus compliqué avec du O365 ou du M365 ou autre, en moins de 24 heures, vous commencez déjà à être blind et à faire des choses. C'est en plus, je vous rappelle, avec la nouvelle mouture des 5 dernières années de Microsoft maintenant, mais on va dire avec tous les grands maintenant de GAFAM, ils sont tous plus ou moins, voire même tous sur GitHub et tous avec des communautés. Microsoft en est l'un des piliers. Je vous rappelle qu'il n'a pas racheté GitHub pour rien. Il fait pas ça juste pour être beau. Hein. Il fait ça aussi pour en profiter. Donc après TFS, Visual Studio, évidemment VSTS et puis maintenant évidemment Azure DevOps. On se doute bien qu'il a toutes les forges. Donc ou en tout cas les 2 plus grosses de la planète. Donc il n'a pas fait ça pour rien. Dans la communauté, je vous rappelle aussi encore qu'en 2019-2020, ils ont tapé à 15 600 au projet open source. Alors, OK, on peut argoter à dire que il y a des choses qui sont faites pour la galerie et d'autres moins. Soit, je n'en disconviens pas sur certains points, mais sur d'autres, en tout cas, sur des projets, et dont Sentinel, c'est un des projets comme Visual Studio Code, qui, je vous rappelle d'ailleurs, est l'unanimité entre des gens chez Mac, Linux, Microsoft. Je crois que maintenant, vous arrêterez, ou le jour où on arrêtera ce genre de clivage, parce que je vous rappelle qu'on est des professionnels de l'informatique et non pas des professionnels de clocher, ça permettra éventuellement d'aller un peu de l'avant. Hein. On va dire que notre Covid et nos 2 ans vont nous amener à ça. Oui, il y a des politiques de changement, comme on dit, mais ça en fait partie. Donc, le côté cross-platform aujourd'hui devient presque une sorte de bêtise de le dire en 2022 parce que tout le monde et Microsoft a fait un gros choix, mais pour Shell et cross-platform, évidemment, les notions de .NET et cross-platform, les développements qui sont évidemment web sont aussi cross-platform, hein, que ce soit React du côté Facebook et compagnie. Hein, je veux dire que par défaut, tout ce genre de choses entre front-end, back-end et compagnie, mais la back-end c'était un peu plus fait. Donc, je dirais qu'à aujourd'hui, on sait aussi qu'Azure est tenu sur à peu près, allez, ça va faire plaisir aux Linuxiens, sont tenus à plus de 62% par Linux, donc on n'est pas dupe, et personne n'est dupe, et les gars, le patron de Microsoft est plus là à dire non, on tue les meilleurs du truc. Non, ils se ramènent pour eux, ils gèrent avec eux, ils utilisent les meilleurs points, puis maintenant ils tirent dans tous les sens à 360 degrés. Donc, soyez conscients qu'aujourd'hui, ce que je vous précise par rapport à la partie sécurité au travers d'un SIEM
comme Sentinel en l'occurrence. Ce serait en tout cas, et donc là pour ma petite partie des 3 minutes que j'ai repris mon point là, c'est surtout, ce serait une grave erreur pour vous de pas le prendre en compte ou d'aller le reviewer vous-même. Je suis pas là à vous dire qu'il est meilleur de ce que vous attendrez, mais allez le reviewer vous-même, voyez la communauté, allez sur le GitHub. Je pense que regardez les derniers podcasts qu'on a fait sur Polysecure, allez voir certains articles, Tech Community est très fort là-dessus. Donc c'est un SIEM et un SOAR. C'est sûr que la partie SOAR est un peu plus compliquée. Le sécurité, orchestration et response, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est Logic Apps ou c'est Function Apps ou c'est bon, il y a un petit peu plus de développement. On est un peu plus. Mais quelqu'un qui est assez débrouillard ou qui a déjà géré avec les Power Platform ou le Power Automate ou le Powerbot va vite de toute façon s'y retrouver. Et les gens qui sont évidemment dans le développement vont évidemment plus que facilement s'y retrouver, puisque Logic Apps derrière, c'est une function app camouflée, là, mais on va dire que c'est une function app derrière. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Pour tout ça et pour vous dire, c'est qu'effectivement, un SIEM, évidemment, s'installe rapidement. Et je vais pas refaire l'apologie de Sentinel, on l'a fait. Là, maintenant, qui est évidemment sur le côté que c'est une bonne pratique, ou en tout cas peut-être une bataille, je vais pas dire une guerre, mais quand même une grosse bataille que Microsoft a gagnée au travers des 2 autres clouds publics, parce que les 2 autres clouds publics sont pas là. GCP n'est pas là pour diverses raisons, même s'ils ont évidemment leurs outils de sécurité de base, parce que Google est de base sécuritaire, quoi qu'on en dise, ça va de soi. AWS aussi, mais je vous rappelle qu'il l'est parce que beaucoup de choses de sa sécurité est propriétaire, comme Signature V4. C'est un des seuls clouds publics qui n'est pas compatible O2 ou OpenID Connect et compagnie. Donc, c'est sûr qu'on peut, peu importe, on peut argoter encore une fois sur toutes ces affaires-là, les API et autres, mais encore une fois, du côté AWS comme du côté GCP, ils ont pas été, pour des raisons qui leur sont propres et je pense par historique, ils n'ont pas été du côté fabrication d'un SIEM ou fabrication d'un système d'automotion tel que c'est le faire d'ailleurs de toute façon Microsoft, et c'était quand même son métier à l'origine d'ailleurs avec Windows Defender. Je vous rappelle aussi que dans Gartner, Windows Defender et Defender IoT, Defender Endpoint ou l'EDR ou MDE ou MDI sont quand même désormais dans le haut du pavé, voire même un des antivirus qui fait le plus coincé, pour pas dire de gros mots pendant le podcast, pas mal de red teamers et pas mal d'amis qui peuvent nous écouter. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut les prendre au sérieux. Et là où je veux en venir pour les prendre au sérieux, c'est que si on les prend au sérieux là-dessus, c'est qu'on se dit, OK, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme intérêt, même si éventuellement j'étais AWS, parce que ça aussi, c'est dans l'état d'esprit de ce podcast, pour être Microsoft. Si je suis Microsoft, mais que j'ai quelques workloads ou assets, ou que pour des raisons X ou Y de prix, de faisabilité, comme machine learning, c'est plus facile, ou en tout cas, c'est plus fort du côté Google, ou GKE, si on était Kubernetes, on était plus peut-être GKE dès le départ sur Google, ou non, j'étais AWS parce qu'effectivement, un certain nombre de choses sur AWS est plus facile à mettre en place au travers, évidemment, des bases de données, RDS, Fargate, peu importe. Enfin bref, vous avez évidemment un certain nombre de workloads qui est fait. Je vous rappelle que chacun est là aussi, on ne fait pas l'apologie de plus un que l'autre. Je crois qu'il y a des points forts dans tous les côtés. Puis aussi, après, il y a la notion du coût, évidemment, qui est à gérer. Donc, quand vous l'êtes évidemment sur Azure, dès le départ, et là je parle bien d'Azure en tant que tel, même si vous avez l'écosystème M365, c'est sûr et certain qu'avec évidemment Azure, même si vous avez des workloads GCP ou AWS, il faut impérativement, et vous pouvez impérativement aller directement centraliser le tout avec Sentinel. On va le voir tout à l'heure, comment on peut on va dire ingérer ou gérer la connexion. Je vais pas passer, parce qu'encore une fois, comme il n'y a pas de démonstration possible au travers d'un podcast, donc je vais parler un petit peu technique sur certains points, mais je peux pas non plus aller trop en avant. Il y aura peut-être éventuellement des liens que je vais soumettre à Nicolas, qui le mettra évidemment à la suite du podcast. Donc n'oubliez pas non plus qu'on part, et ça c'est un point que toujours et souvent les gens oublient dès qu'on parle de cloud public, c'est qu'on doit parler au démarrage. Si vous avez de la legacy, vous devez sûrement faire de la migration, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est soit du lift and shift, soit d'une lift and refactor, ou soit de la recréation. Si on est jusqu'à de la recréation, là,
je vous laisse évidemment dans votre contexte et avec les gens que vous avez gérés à l'air libre vos affaires. Je pense que vous avez les gens adéquats derrière pour trouver les bonnes mesures. Repensez à chaque fois PaaS et SaaS. Ne recréez pas des VM là où il n'y en a pas besoin et ne recréez pas l'informatique de papa des années 2000 quand il n'y en a plus besoin. On est d'accord. Donc, on repense cloud. Par contre, on doit penser architecture. Donc, si c'est lift and shift parce que vous n'avez pas le choix pour des notions de temps, des notions d'une ancienne application et compagnie, qu'il faut mettre le caca dans l'autre caca, bon, ça, il n'y a pas trop le choix, vous verrez ce qu'il en est. Que ça soit du lift and refactor, là aussi, vérifiez éventuellement pour le refactor que ça soit un refactor plutôt vers le bon refactor et non pas vers le bas refactor. Et quand je dis le bas, c'est-à-dire plus vous allez évidemment virtualiser ou remettre du SaaS dans le refactor, plus vous allez évidemment mieux vous en sortir, au moins du PaaS, par exemple, dans votre persistance de base de données ou quoi que ce soit. Et tout ça, de toute façon, peu importe si vous êtes en legacy, on parle d'architecture. Et quand on parle d'architecture, là où je veux en venir, c'est que on parle d'un scénario. Le scénario de base, par défaut, qui pourrait être vrai, c'est que vous ayez éventuellement soit oui ou non un Azure et un M365 à vous. Si c'est le cas, là, vous avez déjà l'habitude de ça et c'est que des workloads que vous avez à l'un et à l'autre de monitorer. Donc ça, on le reverra juste un peu après, c'est facile. Mais vous pourriez aussi dire, non, moi, je suis quand même une société qui démarre avec quelque chose d'AWS, puis j'avais aussi un peu de Google pour d'autres raisons. Si vous avez de l'AWS et que vous avez un peu de Google pour d'autres raisons, ça ne vous empêche pas de démarrer évidemment un compte Azure. Là aussi, je fais pas la prémisse de dire qu'il faut absolument ouvrir un compte Azure, mais là, vous n'avez pas le choix. Comme ça, Microsoft, ça content, je leur fais une bonne pub. Mais le fait est, c'est qu'effectivement, il vous faut un compte Azure. Puis là, avec un compte Azure, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'ailleurs presque même un compte M365 pour le coup. Même si derrière toute la mécanique, vous verriez dans le premier podcast, je vous en parle, mais même si la mécanique vous en donnerait de toute façon un, mais vous n'avez pas besoin de mettre des licences derrière. Alors, évidemment, il y a des notions de quota, des notions d'abonnement ou de plan, comme on les appelle, et une notion de licence. Ça aussi, allez voir, parce que sinon, si on en parle, on va y être encore pendant 2 heures. Donc, je vous invite à aller revoir ça, on en a déjà parlé. Donc là, le but du jeu, c'est que si vous l'êtes, vous avez une subscription. Cette subscription vous permet de setuper, évidemment, le Sentinel avec un Works Analytics. Et là, avec le Log Analytics, directement, le Workspace, vous pouvez directement là dire, OK, j'ai mon SIEM en tant que tel, puisque je vous rappelle que Sentinel est un SIEM, SOAR en même temps, mais est un SIEM. J'ai mon SIEM en tant que tel. Il faudra vous setuper aussi, effectivement, vous n'avez pas le choix, ce qu'on appelait avant Azure Security Defender ou Azure Security Center, mais qui s'appelle maintenant Defender Cloud. Et en mettant évidemment Defender Cloud, vous avez la possibilité, dans le Defender directement, d'aller setuper les connecteurs au travers de votre subscription, la connecteur de GCP que vous avez et le connecteur AWS que vous avez. Donc là, au moment où vous avez votre GCP qui évidemment va apparaître, donc là, il va vous demander votre login. Alors donc, en fait, c'est même pas un login parce qu'en fait, GCP a déjà aussi son information là-dessus. Il va falloir aller dans la console de GCP, qui d'ailleurs, au fait, le shell de GCP, je leur tire mon chapeau, Google est un shell vraiment extraordinaire. C'est un des shells que, même en web, que j'aime le plus, parce qu'on peut vraiment switcher entre le mode terminal, le mode éditeur, et il est assez facile d'utilisation. Le shell de Microsoft n'est pas encore aussi, ce qu'on appelle le shell Azure est pas encore aussi top que ça, même si les PowerShell et Bash à la fois. Mais bon, bref, AWS, pareil, il y a un shell, mais bon, c'est pas non plus, je préfère des AZCLI ou des AWCLI. Pour le coup, ces deux-là sont pas spécialement, mais le Google Shell, honnêtement, j'avoue, la top notch. Donc, eux va vous donner, en fait, quand vous allez dire à Defender que vous voulez vous connecter directement, évidemment, à votre gestion de GCP, il va vous permettre directement, et c'est ça qui est complètement génial, c'est que pour ajouter un enregistrement, il va vous dire, OK, quel est le nom du connecteur, quelle est la subscription que vous allez faire? Est-ce que c'est une organisation que vous prenez, parce que GCP fonctionne comme AWS avec un système d'organisation, ou est-ce que c'est qu'un single project que vous voulez? Parce que des fois, il peut y avoir éventuellement une organisation complète, mais avec des projets différents et qu'on veut simplement monitorer un projet X ou Y. Donc ça, vous avez des possibilités. Faut évidemment, pour ceux qui ont l'habitude d'Azure, leur donner subscription, resource group, l'allocation, ça change rien, c'est la persistance pour le cloud aussi, pour ceux qui comprennent. Et puis évidemment, c'est le GCP project number. Donc ça, vous le retrouvez dans votre
projets, dans les overviews du projet de GCP et le Project ID, évidemment, à ce niveau-là. Vous sélectionnez à partir de là le plan que vous voulez, vous sélectionnez les configurations d'accès. Les configurations d'accès, Microsoft a déjà fait un point SH. Donc, il vous donne déjà un bash déjà préparé avec un code, évidemment, comme un code d'API et puis surtout un compte de service principal name qu'il faut aller mettre. En fait, c'est un compte hôte qu'il faut aller mettre dans GCP. Donc là, vous distillez, donc vous allez dans ce fameux shell de GCP, vous copiez-collez le système et automatiquement, en le lançant, lui, il va faire toute sa petite bidouille. OK, je crée mon user, je crée le rôle adéquat, je le mets avec, évidemment, l'application voulue, je lui dis que c'est telle et telle application, gna, 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 gna. Puis à la fin, lui, il doit vous renvoyer, comme quoi, évidemment, ça va de soi. C'est un peu comme une clé asymétrique. Il doit vous renvoyer, évidemment, la notion de dire, OK, bah, maintenant, mon code de projet, le code de l'object ID ou le client ID et le password, c'est lequel que GCP t'a redonné. Et là, vous récupérez ça, vous faites un copier-coller, vous le collez dans la fin du review project, vous faites projet et ça y est, la connexion, en fait, le droit de connexion des deux back-ends de votre back-end subscription Azure, Defender et Azure et la subscription directement, ou en tout cas l'abonnement que vous avez de GCP, ça marche de la même manière, évidemment, et c'est ça qui est magique avec AWS. Avec AWS, pareil, il y a le plan et la configuration Access. La configuration Access dans AWS, c'est un petit peu plus... c'est pas touché, mais il est un petit peu plus compliqué parce que en fait AWS a GuardDuty et en même temps CloudTrail. Donc on demande évidemment laquelle des deux. Puis pour les deux, il y a des petites choses aussi à faire qui sont pas les mêmes. Puis là, ça dépend aussi qu'est-ce que vous voulez récupérer selon le plan que vous avez mis. Mais c'est pareil au même de ça. Puis quand vous êtes sur Azure Cloud Defender, puis qu'à partir de là, vous avez les tenants. C'est ça qui est extraordinaire là-dessus, c'est qu'à partir de là, vous voyez les environnements de settings. Donc, vous voyez votre nombre de subscriptions que vous avez le nombre de projets que vous avez en tout cas, le nombre de, on va dire, de LDAP, hein, puisque c'est comme ça qu'en AWS, ça compte le nombre de LDAP d'acomptes que vous avez. Donc, AWS, c'est des acomptes. Et puis, pour les GCP, vous voyez le nombre de projets GCP que vous avez. Et automatiquement, déjà, Defender, en tant que tel, je vous rappelle que Defender est un outil qui vous permet d'avoir une posture de sécurité et d'appliquer des recommandations de posture de sécurité par des règles de posture et de réglementation de compliance, de protection et compagnie. Il vous permet aussi de faire un inventaire aussi de ce qu'il en est. Donc là, il faut laisser quand même le temps au temps. Là, je vous avouerai que autant pour Microsoft, quand on set up évidemment Microsoft Defender for Cloud, c'est assez rapide, on va dire en moins de 24 heures, il a à peu près scanné toutes les subs que vous avez si vous en avez plusieurs. C'est sûr que pour des projets Google ou des projets évidemment AWS, moi je serais tenté de vous dire, j'en ai fait un, puis là j'en ai un sous les yeux, j'en ai un où j'ai 6 projets GCP et un autre où j'ai 4 projets, j'ai 4 accounts AWS. Il lui a fallu quand même un bon 3-4 jours le temps que tout soit mâchouillé et que tout soit récupéré en termes de, on va dire qu'il ait réussi à faire le scan. On voyait déjà heure par heure tout ce qu'il scannait et ce qu'il voyait, mais le côté des recommandations, le côté des scannages, du détail des points. Puis après, ce qui est génial, c'est que dans les recommandations, vous avez les mêmes recommandations. Moi, derrière, je peux faire un filtre des recommandations, c'est que vous avez le filtre derrière directement en gouvernance preview où vous avez est-ce que tu veux Azure, est-ce que tu veux AWS ou est-ce que tu veux que GCP. C'est ça qui est complètement dingue parce que là je peux dire non, je veux que GCP par exemple. Puis là il va me dire tu peux remédier à des sécurités de configuration, tu peux remédier à des manages de permissions. Donc quand vous y connaissez pas non plus grand chose des fois dans un autre cloud, qui des fois peut-être, moi d'ailleurs, c'est un petit peu mon cas du côté GCP. Je suis pas spécialement, je connais un peu plus AWS pour des raisons du Hackfest et pour des raisons évidemment de tout ce que je fais avec eux au travers du CTF là. Mais concernant évidemment, je bosse qu'avec des jeunes hommes brillants qui ne font que du AWS. Mais le fait est, c'est que pour GCP, un petit peu moins on va dire de boulot au quotidien, donc on a du mal à garder évidemment des fois la mémoire sur certains points. Là, ça vous permet directement à dire tiens, au fait t'as pas enablé ça, t'as pas fait ci, tiens pour ça, il faudrait que tu fasses ça. Puis en plus, il vous renvoie sur la doc de Google. Donc en plus, vous voyez la doc de Google, vous regardez, vous dites, merde, oui, ok, tiens, ça je l'ai pas fait, ça je l'ai pas fait, et ainsi de suite. Donc vous comprenez que pourquoi on passe par Microsoft Defender,
c'est qu'en passant par Microsoft Defender, ils sont malins, ils donnent une posture. Ça leur permet que, comme je vous parlais de workload et d'architecture, c'est que on peut aussi ajouter, et c'est ça qui est complètement magique, encore une fois, puis là, pour le coup, je le dis tout net parce que c'est vrai, honnêtement, que c'est magique. Et alors, il y a rien de magie derrière et c'est pas si facile que ça parce que c'est Microsoft. Je connais mes détracteurs et ils savent que je suis bébé Microsoft depuis longtemps, mais pour ceux qui ont l'habitude de l'environnement Microsoft, c'est pas si compliqué que ça, mais on va dire que c'est un petit peu difficile peut-être à digérer pour les novices. Mais le fait est, c'est que ils ont monté un nouveau service qui s'appelle Azure Arc, que je vous invite vraiment à aller voir, donc ARC. Et Azure Arc vous permet d'enabler. Alors lui, il est un petit peu plus touché à mettre en place, mais en tout cas, il vous permet d'enabler tout ce qui est et d'ajouter tout ce qui est machine non cloud et non Azure. Donc ça sous-entend que ce que je viens de vous dire en multi-SIEM, multi-cloud, je viens de vous donner la réponse de dire que vous pouvez même vous prendre votre on-premise. Alors évidemment, si vous me dites que vous êtes en Windows 2003, on va avoir des problèmes parce qu'il n'y a aucun agent qui va tourner au-dessus. Donc on est gentil les gars. On me dit ouais mais Francky, si je suis sous Windows XP ou 2003, est-ce que je peux tourner? Là je vous dis changer de métier ou changer de machine. C'est sûr qu'on démarre à déjà 2008 R2 minimum, mais ce serait bien d'avoir du 2012, R2 en mieux. Mais au-delà de 2012 et Windows 7 et au-dessus, et Linux inclus, et les Linux, vous pouvez regarder les agents, souvent c'est quand même les gros serveurs, parce que pour tout ce qui est évidemment agent de base au travers des desktops, je parle end-user, c'est quand même Windows 10. Là, faut pas se la jouer. On va dire version 20.04, il y en a qui disent 18.03, mais moi je suis plutôt 19.03, pardon, mais moi je suis plutôt 20.04. 20.04, oui. En dessous de 2020, c'est compliqué à avoir des bons trucs. Donc, là aussi, il faut avoir des machines à jour. Je vous rappelle que on est un podcast de sécurité, donc les gars, si vous n'êtes pas update, c'est votre problème. Donc 20.04 minimum, on est en 22. Donc si vous étiez 21 ou 21 H2, ce serait même mieux. Au moins vous faites évidemment correctement vos choses. Mais là c'était pour la blague. C'est une blague les gars. Je fais une joke, mais normalement faut être update. Donc là, si c'est le cas, ça veut dire que votre Windows 10, il est bon, il peut être géré comme votre Windows 11 qui lui est par défaut total avec le HAMA Agent. D'ailleurs, même le HAMA Agent ou la partie du endpoint de Defender, dans Windows 11, il faut savoir, ils sont tous installés. Il n'y a que le fait est que quand vous allez vous inscrire en hybride account ou en registered account, c'est votre licence qui va vous suivre et c'est la licence qui va faire toute le bidouille dans la partie du fameux services management qui lui va libérer le fait est de dire est-ce que je m'active ou est-ce que je m'active pas et est-ce que je lance évidemment des affaires là-dessus. Donc, si vous êtes E3 plus S ou vous êtes E5, automatiquement, si vos applications sont vous êtes hybride ou registered, pas hybride. Azure AD hybride, en fait, et non pas hybride Azure, je dis une bêtise, c'est pas hybride, c'est quand vous êtes on-premise, mais c'est Azure registered, non, c'est device hybride. Quand vous êtes device hybride, c'est que là, vous êtes enregistré votre device avec Intune ou Autopilot dans votre AD. Donc là, automatiquement, votre licence vous suit. Donc là, avec votre licence, automatiquement, il libère les choses. Et là, je parle pour les trucs on-premise. Donc, par contre, si vous avez donc des serveurs on-premise et que vous avez encore, évidemment, du vieux stock, puis quand je dis du vieux stock, s'il vous plaît, à moins de 10 ans, pas du vieux stock à 20 ans, on est bien d'accord, 10 ans. Je vous rappelle qu'Azure est né en 2010, en 2008 dans les baskets de son père et 2010 en sortie officielle. C'était la version ASM et la version ARM est sortie fin 2015, début 2016. Donc, on est dans la deuxième version, même si AWS, elle en a quatrième ou cinquième, et qui, elle, a été existante depuis 2006. Donc là, 2006. Donc là, vous savez, c'est quand même des systèmes qui ont à peine 15 ans, on va dire, grosso modo, dans la tête des gens. Donc, on peut pas remonter sur des choses où j'ai mon Windows XP de 2002. Non, là 2003 mon serveur, non, tu meurs avec là, tu le mets dans ton coin puis lui tu l'oublies. Ou vous changez évidemment la chose. Il y a toujours des possibilités sûrement de faire du docking, faire du Docker, du Kubernetes, du wrapping de quelque chose avec je vous rappelle qu'on peut monter un VHD directement avec un Windows à vous si vous avez la licence ou maintenant c'est avec AZ Copy vous remontez directement dans votre Azure et vous pouvez monter une VM en BMS dessus. Là, les BMS acceptent tous les VHD qu'on peut lui mettre sans les
HAL, là, les Abstraction Hardware Layer. Donc, tout ce que vous aurez à l'intérieur de la machine fonctionnera de toute façon dans la VM Azure. Donc, ça, je pense que c'est quand même intéressant. Bon, pour revenir à notre sujet, quand vous avez Azure Arc et ou que vous avez évidemment la partie de la notion de pouvoir évidemment les mettre. Donc, de toute façon, il y a un système de verifying, comme on dit en anglais, de verify. Donc, il va vous faire un asset inventory. Donc, il va vous dire les non-Azure machines, les Azure VM et les Azure Arc Enable Server pour pouvoir le faire. Donc, là-dessus, pour revenir à notre solution de centralisation de vue de sécurité, vous comprenez que là, notre scénario, il est global. Ça veut dire que je suis AWS à 80%. Puis je suis 20% à GCP. Ou inversement, je suis GCP à 80 et 20% à AWS. Si je suis Azure, je viens de vous le dire, c'est built-in parce que, en toute logique, je vous rappelle que vous seriez vraiment pas cool de pas utiliser le CIEM d'Azure si vous n'étiez pas Azure. Je vous dis ça non pas encore une fois que je suis payé par Microsoft pour le faire, je vous dis simplement que vous perdriez de l'argent et du temps. Donc je peux pas dire mieux et je suis prêt à défendre mes positions pour qui ils veulent et qui veut ou autour d'une pierre, pas autour d'une bière, quand vous voulez pour vous dire que c'est le cas. Donc là, le but du jeu, c'est que si vous êtes Microsoft, il n'y a pas besoin de faire autrement. Donc si vous ne l'êtes pas, ça vaudrait peut-être le coup d'aller vérifier pour qu'ensuite, le goal, enfin, le but ultime qu'il y a à faire, c'est de monitorer cette architecture au complet. Comme je viens de vous dire que ça passe évidemment avec la solution au travers de Sentinel et de dire que c'est des security de solutions directement. C'est Sentinel, c'est Azure Security Center ou c'est Azure Defender Cloud et Cloud App Security. Je vous rappelle qu'ils ont aussi Cloud App Security. Cloud App Security, c'est un plan supplémentaire que quand vous êtes P2, vous l'avez directement dans votre AD. Là aussi, je ne vais pas faire de détails là-dessus, sinon je vois l'heure, donc je veux quand même terminer pour mon code Nicolas. Donc, allez revoir les autres podcasts ou allez vous renseigner sur les plans ou les prix de l'Azure. Vous verrez, vous avez gratuit, basique, P1, P2. Vous allez vite trouver en tapant Azure ADP2, vous avez plein de blogs qui justifient cette histoire. Et puis, en même temps, sur les licences aussi qui vont avec, encore une fois, sur les licences utilisateurs. N'oubliez pas que le back-end, c'est des plans ou des abonnements. Et n'oubliez pas que les utilisateurs, c'est des licences. On n'a pas réinventé la roue. Microsoft l'a un petit peu chamboulé un petit peu comme ça ou découpé un peu en deux, mais on paye quand même de toute façon, mais on paye à la seconde ou en tout cas, on paye au service ingéré qui est à faire. Et honnêtement, encore une fois, je ne vais pas faire de bataille des trois clouds, mais ça se joue sur des mouchoirs de poche, la plupart du temps sur certains tarifs. Mais après, l'ingestion en termes de data, honnêtement, puis même l'ingestion en termes de data concernant la partie Sentinel, il pourrait être 10 fois plus violent en termes de tarifs. C'est vraiment très abordable. Je parle peut-être pas pour une PME de 10 personnes, je m'entends bien. On a souvent des gens qui nous écoutent qui sont sûrement sur des entreprises d'au-delà 100, 200, 500 et plus, ou voire gouvernementales ou institutionnelles. Honnêtement, c'est pour un truc énorme de, je ne sais pas, de 500 gigas, puis là, j'ai pas les tarifs au truc, mais pour dépasser le 1000 $ par mois, c'est loin. Je dirais, même pour les petites PME, c'est très avantageux d'aller dans ce sens-là, parce que le temps qu'ils sauvent et le trouble qu'ils sauvent vaut cet argent-là. Donc, de vraiment le réfléchir correctement, parce que, justement, les PME n'ont pas nécessairement les moyens de se payer des grosses équipes de sécurité. Oui. Fait qu'on sous-traite essentiellement cette intelligence-là à Sentinel qui vient faire une énorme partie du travail qui normalement prendrait des équipes quand même assez massives. Fait que même pour les PME, je pense que ça vaut la peine de le réfléchir et de l'intégrer, cet élément-là. Puis pour les grandes structures, ben là, c'est un no-brainer, come on, là. Oui, non, c'est certain. Puis en même temps, je copie quelque chose pendant que je vous parle sur notre chat à mon ami Nicolas pour qu'il le mette en dessous. Si vous tapez là les trois lettres, les trois mots que je ferai, puis il va mettre un petit texte en dessous en disant tapez ces trois lettres là sur Google. Bah, même Google maintenant, c'est comme les flights, il met le prix de Sentinel. Donc vous voyez, c'est $2,46. Donc je pense qu'on est en US, c'est $2,46, 500 gigabytes par jour. C'est 0,99 par gigabyte. On est à $1 le gigabyte par jour. Donc, honnêtement, vous voyez, il faut taper, même selon les prix voulus sur des points, il faudrait taper
les 400 gigabytes par jour, ouais, là, vous seriez sur des prix effectifs à $410 parce que là, on serait à 1,03 par gigabyte. Mais en même temps, encore une fois, ça existe aussi comme pour le côté des machines. Si vous vous rappelez, au niveau des VM, des computes, on en avait parlé un petit peu, c'était les fameuses, abonnement, enfin prédisposition des VM en disant je la bloque pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, et puis que ça coûte évidemment moins cher. Bah là aussi pareil, si vous dites demain bah je vais plus en PS-Hugo, mais je vous bloque un 250 GB, bah évidemment vous économisez 25% du prix au global. Donc écoutez, ça vaut le coup. Je pense que Nicolas a raison. Puis je vais rajouter là-dessus parce que là tu nommes des volumétries intéressantes. 500 gigs par jour, c'est une structure de 7000 employés généralement qui va générer ce volume de journalisation-là. Pour une PME de 50 personnes, on parle pas de 500 gigs par jour. Donc, on est vraiment dans un contexte différent qui descend comme ça. C'est ça, mais là, c'est ça, là, la volumétrie qu'on fait comme ça, mais on peut avoir une PME de 50 personnes qui génère beaucoup d'applications parce qu'on est vraiment dans la multiplication des efforts. Mais il demeure que 500 gigs par jour, c'est immense. Puis c'est généralement des coups feu de cœur d'entreprise de 7000 personnes qui vont générer 250 à 300 gigs par jour. Donc, si on enlève les coups de feu de cœur d'une grosse structure, on tombe à des volumes beaucoup plus raisonnables et donc essentiellement beaucoup plus abordables. Et je reviens, c'est fou de s'en passer. Oui, ben là, en même temps que tu parlais, je m'en suis fait la remarque pour aller regarder justement où je travaille moi, où je peux commencer à dire à nos auditeurs que je travaille sur une entreprise qui fait à peu près, qui bouge 1000 personnes à peu près sur son AD et c'est 400 personnes fixes. Ça fait beaucoup de données, honnêtement. C'est une compagnie qui gère du médical, donc honnêtement, et qui gère beaucoup de leviers de marketing et compagnie, donc c'est à beaucoup de points. Et vous voyez, on a un sentinelle qui est mis partout dans nos capaces, les Azure, les machins. Et là, vous voyez, si je fais sentinelle pour ce mois-ci, bon, ok, on n'est pas à la fin du mois, hein, mais je pourrais prendre éventuellement le dernier point. Mais là, vous voyez, sentinelle et Defender, on dépasse même pas les $1,300. Et on est le 22 du mois aujourd'hui. Donc, honnêtement, et Dieu sait qu'il y en a là de la masse, hein, je pourrais vous donner les quotas, les usage. Donc, j'ai dû voir tout à l'heure dans mes trucs de usage, j'étais à 8 millions de je sais pas quoi sur du security alert en signing log là, donc parce que l'AD évidemment est. Parce qu'après, en fait, ce qu'il faut comprendre dans Sentinel aussi, n'oubliez pas, c'est que vous avez des tables et beaucoup de tables. D'ailleurs, on pourra faire un jour un petit exercice. C'est loin d'être drôle en podcast, donc je ne veux pas proposer ce podcast-là, mais parce que lister des tables pour rien, je vois pas l'intérêt. Mais le fait est, c'est qu'il y a un exercice où vous pouvez avoir les tables et les relations entre les tables et les sources et les data sources sur lesquelles ils sont ingérés. Et puis en même temps, Microsoft vous dit si c'est billable ou pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sources aujourd'hui comme Azure Activity, par exemple. Tout ce qui est Azure Activity ou Office Activity, qui sont toutes les pages au travers d'Azure, c'est pas billable. La table est pas billable. Ce qui est billable, par contre, c'est que si vous commencez à faire du machine learning, de UEBA, des choses en back-end concernant évidemment de l'ingestion avec Sentinel, là, effectivement, ça commence à devenir un peu billable et vous avez des coûts supplémentaires qui vous sont attribués au travers de Sentinel. Mais tant que vous avez que de l'ingestion ou de la gestion qui est faite, il y a quelques tables qui sont billables, bien sûr, toutes les custom tables, évidemment, toutes les tables, là, on parlait de GCP ou d'AWS, évidemment, ils sont pas gratuits, là, ils sont billables aussi, ils vont pas vous les offrir. Pour le coup, ça semble normal parce que ça passe par Center. Mais comme ça passe par Defender, ils sont quand même moins chers parce que c'est déjà une table qui existe. En fait, vous avez juste un provider supplémentaire parce que vous avez le champ provider qu'il va falloir faire vos where avec le KQL, le KQL où vous allez directement décider de dire bah, c'est GCP que je veux et à partir de là, bah, lui, il va vous redonner les mêmes infos que vous aviez. C'est ça qui est génial aussi. C'est que si vous aviez déjà des KQL, des dashboards et un certain nombre de queries mis en place, qui étaient déjà mis en place avec des noms de providers comme Microsoft Teams, comme SharePoint ou autre, bah là, vous dites en provider, c'est GCP ou c'est AWS et automatiquement, il va vous redonner les mêmes informations, s'ils sont renseignés, évidemment, les mêmes informations de champ parce qu'en plus, il fait le mapping au moment où lui l'ingère dans son Defender pour vous donner les bonnes informations adéquates à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça, pour vous donner une posture, c'est quand même sympa parce que ça vous permet de le voir. Alors, pourquoi évidemment aussi c'est monitoré et que c'est cool, c'est que vous pouvez faire aussi du threat hunting
Dès que vous avez mis en place vos alert rules et vos alertes ou les différentes analytiques pour évidemment aussi du GCP ou de la AWS, vous avez quand même votre posture qui vous est offert presque, je dirais, pas gratuit, mais pas loin par le fait est que là, Defender vous dit, écoute, moi je vois que ton truc de sécurité, selon mes principes, ou selon, après on est d'accord ou pas d'accord, mais t'es à 32%. Bon, si vous, votre logique est d'être au moins à 51 ou 52, vous savez que vous avez déjà encore un petit pourcentage à faire sur les projets que vous avez donnés. Donc je trouve que c'est évidemment sympathique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les solutions, c'est Azure Sentinel qui collecte les data, qui fait les alertes, les raw events et qui évidemment se connecte aux data sources. De ça, les data sources, je vous rappelle que c'est les data source connecteurs. Donc, les data source connecteurs, c'est ça qui est génial. Là, je l'ai sous les yeux pour évidemment vous faire. Vous pourriez pas le voir, mais si pour ceux qui vont avoir Sentinel pourraient le faire, c'est que si vous avez, on avait déjà fait aussi un podcast complet sur toute l'aspect de Sentinel au complet, avec le menu à gauche, des threat management, des générales et autres. Donc, si vous vous rappelez dans les configurations, vous avez le data connecteur. Et là, quand vous appelez data connecteur et que vous donnez, je veux tous les data connecteurs, vous tapez AWS dans la boîte de recherche, il va vous sortir évidemment tout ce qu'il trouve sur la partie AWS ou GCP. Alors, je ne sais plus si c'est Google qu'il faut mettre. Oui, Google Workspace G Suite Preview. Maintenant, vous avez le Workspace en plus qui est mis. Mais là, l'avantage, c'est que le data connecteur qu'on a fait, ils sont mis directement dans l'Azure Defender, comme je viens de vous le dire, c'est Defender qui le prend. Donc là, ce qu'il faut en fait gérer et comprendre, c'est que c'est pas dans les data connecteurs que vous allez récupérer les informations. Il faudra aller, je vous en avais parlé dans le dernier podcast de présentation du Sentinel, dans le Content Manager, les titres des différents menus. Puis là, vous avez le fameux Content Hub. Et là, dans le Content Hub, comme dit son nom, le hub de contenu, là, si vous tapez évidemment GCP ou Google, là, vous avez Google Cloud Platform Monitoring, Google Cloud Platform DNS, puis si je mets même que le mot Google, normalement, il y en a 3, et vous avez le Google Cloud Platform IAM. Donc, tout ça, il va vous les reprendre en solution directement. Vous allez les installer. Comme vous allez les installer, vous allez les récupérer en Workbook. Comme vous les récupérez en Workbook, vous récupérez les queries et vous pouvez faire des dashboards. Comme vous récupérez les queries, vous avez évidemment la possibilité de faire des analytiques. Comme vous faites des analytiques, si vous les isolez, vous les avez en incident. Vous avez les incidents, vous avez les SIEM. Regardez, c'est pas beau de le faire à la voix comme ça, c'est cool. Et vous avez la même chose pour AWS. Et même pour AWS, ils ont déjà fait les workbooks. Donc, vous avez Amazon Web Service. Puis, en même temps, dans les workbooks, parce qu'il faut évidemment, parce que Microsoft, lui, sait ce que vous avez fait ou pas, selon si vous avez mis Security Events, parce que Security Events, c'est Cloud, c'est Defender. Ça, je vous parle de la table. Et là, si vous mettez, je regardais, je suis en dessous, là, pour les workbooks, vous voyez, j'ai AWS Network Activities. J'ai AWS S3 Workbook, j'ai AWS User Activity. Et si je mets encore une fois dans les workbooks GCP, non, donc c'est sûrement peut-être le mot Google, non, lui, il se retrouve dans les solutions. C'est ça que j'ai vu. C'est qu'en fait, il met, parce que ça, c'est la communauté qui a l'air de le gérer, il met dans les workbooks la partie AWS, parce que ça, c'est built-in sur certains points, et il met dans les Content Hub. En fait, si j'installe mes Content Hub, les 3 Google que je viens de vous dire, je vais les retrouver dans les workbooks et je vais pouvoir les isoler. Là, le fait est, c'est que nous, on les avait pas encore fait là où je suis, donc c'est pour ça ce qu'il en est. Donc, là où je veux en finir, c'est que avec évidemment ces data sources au travers d'Azure Resources, de Security Solutions, CloudTrail et le GCP Workplace. Je vous rappelle que le GCP Workspace Suite a été mis en préview il y a un mois. Donc ça, c'est cool parce qu'on a aussi le côté, on va dire, PaaS Office du côté Google. Donc ça, c'est sympa parce que là aussi, vous pouvez aussi avoir tout votre côté PaaS Office Google. Donc, il va scanner votre annuaire, il va scanner les groupes des users, il va scanner un certain nombre de choses que tout ce que Google a autorisé, on va dire, de scanner et de donner une posture, évidemment, sur ce point-là. Bon, vous allez me dire, les API sont libres. Donc, en toute logique, on a le droit de tout faire. Donc, ça, c'est évidemment le truc cool. À partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le CSPM, donc le Cloud Workload Protection, évidemment, la partie de scénario du workload fait que automatiquement, la structure de base du monitoring, du fait que vous l'avez connecté avec Defender, c'est monitoré en temps réel. En temps réel.
tout le monde entend parler, hein, c'est comme les flights, ça. Même Microsoft n'est pas tant. Enfin, il y a un peu de Near Alert, hein, mais on va dire, avec du streaming entre, au mieux pour les AD 1 minute, et puis au pire pour du Power BI c'est 24 heures, ou pour du Synapse c'est 3 jours. Mais pour du AWS ou du GCP, selon les endroits et les logs, ils annoncent entre une demi-heure et à peu près 3 ou 4 heures selon certains trucs. Et ça, pareil, vous avez la doc disponible à ce niveau-là, là-dessus. Donc, moi, à date, je trouve que ça permet effectivement d'être, on va dire, entre guillemets, c'est ça qui est complètement fou, c'est d'avoir une posture unique dans le fameux single pane of glass, là, le côté de dire tout avoir monitoré sur une seule et unique point. Puis, en même temps, si vous regardez un petit peu votre architecture après de sécurité, bah, vous dites au niveau de l'écosystème, vous avez Azure Sentinel SIEM SOAR qui est tout en haut. Vous avez, si vous avez déjà été Microsoft, si c'est pas le cas, ok, mais vous auriez normalement Microsoft 365 Defender, le fameux Defender, hein, avec l'identities, les endpoints, le data email et puis le Cloud Apps, hein, puisque maintenant Defender a, voilà, les fameux 4 familles et les nouvelles familles de Microsoft, hein. En fait, c'est comme ça qu'ils ont été malins. Là, c'est un petit peu plus clair d'ailleurs qu'avant. Donc là, évidemment, c'est identity, endpoint, data email et Cloud Apps. Donc, data email, c'était évidemment avant Office Protection. On va peut-être pas revenir sur les anciens systèmes, mais c'est pour les identités, c'est Azure AD, c'est Microsoft Defender for Identity et c'est Microsoft Cloud App Security. Pour les endpoints, c'est l'antivirus, donc c'est le fameux Defender for Endpoint, maintenant, le EDR, là, pour dire l'acronyme. Le data email, c'est le nouveau terme, le Defender pour O365. Donc là, c'est vraiment pas le branding M365, le chapeau umbrella, c'est vraiment Office. Et puis, c'est le Cloud App Security, encore une fois, parce que Cloud App se retrouve pareil, et Cloud App lui-même tout seul. Parce que Cloud App lui-même tout seul vous donne accès, je vous rappelle, à 31 000 applications référencées par Microsoft, hein, c'est son fameux catalogue. Et ce fameux catalogue vous donne des policies, ou si vous avez le endpoint installé le agent installé sur vos endpoints, si vous décidez évidemment que telle application est interdite en politique par votre compagnie, genre, on utilise OneDrive, mais on n'utilise pas G-Drive, ni Dropbox, ni machin, ni Yandex, ni ceci, bah, vous avez évidemment ce qu'il en est. Vous avez ensuite Azure Defender. Azure Defender est là pour la posture d'Azure, hein. Je vous rappelle que pour Microsoft, lui, sa posture Microsoft 365, c'est security.microsoft.com. Et puis, vous avez les troisièmes parties de data source, qui ça sont tout ce que vous avez possible, inimaginable dans le marketplace et que vous pouvez faire du virtual appliance, comme on dit, hein, et puis que vous installiez éventuellement, j'en ai aucune idée. Vous avez des licences, vous êtes pris avec F5, vous êtes pris avec, je sais pas moi, Checkpoint, vous êtes pris avec quelque chose, puis que vous pouvez pas l'enlever ou vous n'avez pas les gens qu'il faut parce que là, faut faire un temps d'adaptation ou de formation. C'est comme ça, évidemment, que ça change à ce niveau-là. Donc, l'avantage, évidemment, de tout ça, et c'est un des points intéressants, je trouve, du système, en fait, d'être multi-cloud et toujours de gérer en multi-cloud, c'est que l'avantage, c'est que vous avez un activity log qui, lui, par défaut, et toutes les opérations qui sont faites, je vous rappelle que vous êtes géré en airback au complet, hein. Donc, si vous avez en plus, encore une fois, pour ceux qui connaissent, vous avez PIM Manager parce que vous êtes en Azure P2 et que vous avez le plan, bah, vous pouvez PIMer. Donc, c'est ceux qui sont soit Sentinel Security contributeurs ou éventuellement PIMer puis que vous passez Global Administrateur ou éventuellement Security aussi Sentinel contributeur. Donc là, vous pouvez aussi granulariser éventuellement les gens puis vous pouvez être aussi Sentinel Security Reader aussi, hein, il peut y en avoir. Vous pourriez éventuellement faire du management évidemment avec des Key Vault, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Puis les diagnostics ou toute la notion de diagnostic qui peut être fait, ben ça, c'est tous les audits. Donc, le monitoring en tant que tel, évidemment, de tout ce qui est renvoyé dans les audits des logs, peuvent être fait aussi. C'est ça qui est cool parce que, évidemment, Microsoft, lui, par défaut, il prend le gros, hein, il prend le RAW, là, le gros log par défaut. Donc, oui, JAW, c'est mon accent est peut-être sûrement merdique, donc au moins, à l'écoute, les gens vont quand même comprendre si je dis des lettres. Au moins de récupérer, évidemment, le système. Et ça permet d'avoir la WS monitoring et les logging, et ça permet aussi d'avoir, évidemment, la partie GCP aussi. Pour les natifs connectors, au niveau AWS, ce qui est cool, c'est que normalement, le connecteur, c'est que Azure Sentinel, built-inement au niveau connecteur, son data source, c'est CloudTrail. Donc, il stream CloudTrail logs
à l'intérieur d'Azure Sentinel directement. Donc CloudTrail, là, il n'y a même pas besoin pour CloudTrail, vous passez pas parce que je viens de vous dire au travers de Defender. Si vous venez du CloudTrail direct, vous avez le data connector. Là, je suis devant mes connecteurs. Hein, je regarde si je vois le mot. Oui, exact. Vous avez le CloudTrail directement. Donc là, vous pouvez directement le mettre. C'est ça qui est génial. C'est built-in avec Sentinel. Vous pouvez tout de suite l'avoir. Vous vérifiez là la version parce que ils mettent n'oubliez pas qu'ils mettent des updates dans les workbooks. Alors je regarde, oui c'est ça, CloudTrail AWS. Donc ça vous avez déjà le connecteur directement. Ensuite vous avez dans Microsoft Cloud App Security le connecteur aussi de CloudTrail qui vous donne la visibilité sur les API de connexion. Ça, par exemple, c'est intéressant parce que le stream du log de CloudTrail, c'est une chose, mais d'avoir aussi les app use ou les AWS use et les API de connection, c'est comme les SPN dans Microsoft, là, le service principal name, donc les comptes de service, vous pouvez récupérer aussi ça. Dans Microsoft Cloud App aussi, vous avez le Security Hub qui, lui, va vous récupérer toutes les sécurités. Donc, Security Hub dans AWS, c'est les sécurités de configuration et de recommandation. Donc tout ça retourne aussi. Puis dans Security Hub, vous avez avec Azure Security, avec Defender Cloud. Maintenant, il faut que j'arrive à m'y faire. Je l'ai tellement connu avec ASC pour Azure Security Center que j'ai toujours du mal à l'appeler Defender Cloud, mais comme ils ont appelé leur service, et le nom éponyme est toujours Defender, donc faut que je m'y colle. Vous avez une single view sur tout ce qui est dans Azure, dans Defender Cloud, le AWS Security Hub Findings. Ça veut dire que ce que je vous ai dit dans les recommandations, que là je voyais par exemple dans GCP, pour AWS, c'est Security Hub qui renvoie les findings sur évidemment Defender. Comme Defender, encore une fois, est connecté à Sentinel, vous récupérez encore une fois les ouzous à l'intérieur. Donc, ça fait beaucoup de logs et de sources. Hein. Après, ça dépend où vous voulez aller pour aller chercher évidemment les infos, mais ça vous donne une idée à laquelle on peut évidemment on peut gérer les informations à ce niveau-là. Donc, encore une fois, vous pouvez aussi pour les S3 logs, pour les CloudWatch, pour les Kinesis, pour les Object Level et pour les Security Logs, là, je fais 5 trucs. Il y a pour ça un système qui est custom. Donc, soit vous utilisez, parce que je vous rappelle qu'en plus, Microsoft permet de créer ses propres custom connectors. Si ça, vous l'avez dans la communauté GitHub. C'est pas si compliqué que ça, hein. Les custom connectors, honnêtement, c'est vraiment du développement avec du système déclaratif à la mode JSON et puis de voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire parce que, en toute logique, c'est votre outil par défaut qui génère le stream ou le raw de vos données. Après, il faut simplement dire qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez mapper vos données et de quelle manière ça se fait. Donc, de toute façon, vous avez la doc dans GitHub Sentinel Azure et là, vous allez dans Data Connector et il vous montre comment créer un Data Connector, évidemment, par Ceph, donc le fameux Common Event Format ou par ce que vous voulez. Mais vous pouvez le faire aussi, pour ceux qui sont un peu plus développeurs, de le faire avec une Azure Function. Vous le faites avec une Azure Function, vous connectez custom à votre CloudTrail S3 log, vous récupérez les logs, vous dites à la custom de renvoyer ça à l'Azure Sentinel, vous avez le safe, boum, l'Azure Sentinel le font. Pour, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même fait mes petits devoirs avant le podcast, pour tout ce qui est CloudWatch, pour CloudWatch Direct, Kinesis, Object Level et Security Hub aussi, qui pourrait, en l'occurrence, être directement, tout ça, ça passe quand même par Logstash. Donc, il faudrait avoir ce qu'on appelle un input plugin. Il faut basculer ça sur Logstash et Logstash va les récupérer. Et comme vous avez un connecteur Logstash, il va Sentinel va les bouffer les trucs. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, on va dire. Il y en a il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire, bizarroïdes, évidemment, dans la notion de façon de faire. Je dis pas que tout est un long fleuve tranquille quand même. Tout ça va se faire, mais dites-vous que sur ce que moi j'ai connu de Sentinel ou d'Azure Security Center, j'ai commencé Security Center, d'ailleurs, ça me fera plaisir de lui donner son nom aujourd'hui à Yuri Diogones, qui est quand même un des plus grands distinguished chez Microsoft pour tout ce qui est Defender et Azure Security Center en septembre 2018. Quand je vois en septembre 2018, on est bientôt en septembre 2022. Le produit a eu 4 ou 5 versions. On l'appelle maintenant Cloud Defender avec toutes les connexions voulues, les interconnexions de cloud et compagnie. Puis Sentinel, ça a fonctionné fin 2019, début 2020.
Et ça a eu une révolution en moins de 2 ans. Que j'ai jamais vu un SIEM un produit avoir autant de révolution que ça pour un cloud public et en même temps pour tout ce qui peut être cloud en général. Donc, dites-vous que ce que je suis en train de dire là sera peut-être même pas vrai dans 6 ou 8 mois, puis qu'ils auront de toute façon déjà mis C'est simple. Moi, quand j'ai connu Sentinel, quand je l'ai connu en preview, parce que j'ai eu cette chance de l'avoir en preview, il y avait 58 connecteurs en tout. Là, je suis devant mon écran, j'en ai 123. 58, 123, on est 2 ans après. Vous imaginez, ça fait. Et là, c'est la communauté qui, encore, quand vous regardez le GitHub et que vous voyez tous les branches qui existent, là, il y a plus de 243 branches. D'ailleurs, c'est imbitable, plus d'imbitable. Là, mais je veux dire que par défaut, non, ça va fort, ça va vite. Il faut quand même une certaine cohésion là-dessus. Mais je peux vous assurer que les workbooks, pareil, ça complètement. Ils ont même intégré le Mitre Attack, comme je l'avais précisé lors du dernier podcast à Nicolas sur mon preview. Les Content Hub à l'époque, c'était même pas prévu. Ils l'ont mis au dernier night. On a 184 Content Hub, des gens en solutions qui sont intégrés, jusqu'à des gens extérieurs. Donc, ça va, comme je vous l'avais dit à l'époque lors du podcast, à des choses évidemment Microsoft, mais vous avez le Dark Web avec nos amis Flair, vous avez de la recherche Maltego, vous avez de la recherche Sync, vous avez tous les Cisco, vous avez tous les Cloudflare, vous avez, bref, tous les CRM que vous voudriez mettre. Vous avez même FortiGate si vous êtes un fan de Forti. Vous avez éventuellement Inventy, vous avez Insight, les CyberArk, les Okta, les JBoss aussi pour tout ce qui est Java. Donc, non, c'est lourd de carafe et ça va très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si je rebascule pour finir sur GCP, en même temps pareil. GCP, il y a une charge et la side de GCP au niveau des workloads. Il y en a 2 différents. Hein. Il y a 2 ARA différents. Il y a l'ARA, évidemment, comme on l'a dit, de Google Cloud Platform, donc le fameux IaaS et PaaS qu'on connaît de Google, hein, donc console Google GCP, où là, c'est tout le cloud public qu'on connaît de GCP, qu'on peut mettre un peu de compute, qu'on peut faire un certain nombre de choses. Puis, évidemment, vous avez le Google Workspace. Donc, on peut dire, parce qu'AWS n'a pas son tenant et son pareil, il n'a pas son twin. Mais le Google Workspace, c'est le M365 de Google. Hein, c'est tous ceux qui utilisent, tous ceux qui ont déjà utilisé un Workspace ou au moins son propre Google privé. Il n'y a pas que Gmail, hein, il y a aussi Gdoc, Gcheat, le Form, le Draw. D'ailleurs, j'ai trouvé dernièrement, si cela, ça vous tente à un point là, je me permets de faire une petite parenthèse qui serait peut-être pas prévue. J'ai découvert, et je vous le donne en putain d'exclusivité, c'est pas une exclusivité, le truc qui existe depuis longtemps, mais moi je l'ai découvert là-dessus, donc si quelqu'un veut le voir, peut-être qu'il dira merci et autres, mais j'ai découvert Colab, donc vous tapez COLAB, .research, donc research en anglais, hein, RESEARCH, .google.com. Et si vous faites collab.research.google.com, écoutez, vous avez un environnement total pour du notebook Jupyter Python. Donc, tout ce qui se passe dans Jupyter Python pour faire de la machine learning, pour gérer un Jupyter Python avec des données techniques sur de la sécurité, de n'importe quoi, où c'est super compliqué de s'installer, super compliqué, je m'entends parler, mais compliqué de s'installer un Jupyter Python, son serveur et compagnie. Vous tapez sur Google Colab, vous avez Jupyter et il vous enregistre tout ça dans votre G Drive et il vous le génère avec les codes, les machins, les résultats, machine learning, autres sources, data science. Vous avez même des exemples, vous avez des formations de training complets. Donc là, je vais mettre le lien. Évidemment, je sens que mon ami Nicolas est en train de me dire, tu viens de me dire un truc où tout le monde va évidemment me préciser. Donc voilà le lien. Donc si Nicolas vous l'a pas mis, c'est pas de ma faute. Donc, mais honnêtement, c'est ça. Donc je revenais évidemment sur le fait de ce que je vous expliquais sur GCP et le Workspace. C'est le Workspace. Donc le Workspace maintenant a un data connector en preview depuis 1 mois ou 2. Donc désormais vous pouvez connecter directement. Donc encore une fois, dans les connecteurs, Azure Security Center Cloud Connector, c'est le commandeur. Donc, vous avez Security Center pour GCP Connector. Et là, il vous connecte les multi-organisations, il vous connecte, comme on a dit, les projets. Vous avez ensuite, dans Cloud App Security, vous avez l'agrégation. Donc, ils appellent ça de l'export sync, hein, sync étant le trou dans un lavabo, là. L'export sync de tout ce qui est organisation de level,
les pub/sub des GCP Topics, les pub/sub des subscriptions et tout ce qui est Security Commander Center. Donc tout ça, ça remonte encore une fois dans MCAS. Et puis, vous avez dans Sentinel le built-in connecteur où là, il va se connecter sur le workspace et lui, le Sentinel, il va aller se connecter directement sur le REST API pour aller vérifier tout ce qui se passe au niveau du workspace. Je l'ai moi-même installé sur un de mes Sentinelles pour d'ailleurs tester un compte sur notre compte CTF qu'on a sur Google Workspace. Écoute, ça marche d'enfer parce que moi, j'avais pas fait un truc sur un groupe et il me l'a vu et je savais pas qu'on pouvait le faire ou que ça pouvait le faire. Donc bref, en tout cas, encore une fois, en plus, c'est leveragé pour apprendre leur nez et compagnie. Je trouve ça assez sympa. Donc honnêtement, quand on voit déjà tout ce que je viens de vous dire depuis presque maintenant une bonne heure, hein, on n'est pas à 1 heure près, mais à quelques minutes près, mais je veux dire que par défaut, honnêtement, toutes ces références qui sont, et puis là, comme je vous l'ai dit après derrière, et c'est ça qui est complètement aberrant, c'est la connexion aussi du non-cloud, hein, comme on dit, le côté on-premise, donc avec Azure Arc évidemment. Donc tout ça au niveau du pivot et de la doc pour connecter les AWS et les projets. Hop, je mets les liens et je mets le lien principal. Oh, il n'a pas pris, bougez pas. Je vais me permettre d'envoyer ça à mon ami. Oui, puis je vais pas en faire le rappel parce que les gens, des fois, ne le regardent pas. Les show notes qui sont associés à chaque épisode contiennent en général les URL qui mènent vers la documentation. Fait que, faites un peu d'effort de regarder les show notes. Je pense que la plupart des gens ne le font pas. C'est très riche d'informations, ce qui est tout, surtout parce qu'il est donné par Frank, mais les autres épisodes aussi également, on donne aussi toute l'information connexe qui permet justement d'aller plus loin dans ce qui est discuté. Ben c'est un petit peu le but pour vous permettre évidemment de gérer au mieux les outils. Donc là, je viens de donner la doc officielle d'ailleurs de la doc de Microsoft. Et puis là, je vous mets en plus en référence toute la doc AWS et dédiée GCP en même temps. Donc là, tout ça va être notifié. Ok, quelqu'un qui ne notifie pas correctement dans ma copie. J'ai pas. Désolé. Je le passe par un. Des fois, Google ne veut pas me le donner aussi sympathiquement que ça. C'est pas grave. On va le faire autrement. Voilà. Et pendant que je vous parle comme ça, les liens sont donnés en même temps. Non, il ne veut vraiment pas me le donner. Cochon. Ok. Donc, je vais faire autrement. Désolé pour cette petite interruption qui évidemment, mais c'est pour vous, hein, c'est pour vous les bons liens en même temps, les bonnes docs. C'est pas le tout quand on vous explique des choses, mais il faut au moins qu'on puisse le faire correctement. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Ok, donc non, ça va être un tout petit peu plus long que prévu. C'est parce que les gars mettent quand vous avez des titres et compagnie, malheureusement, ok. Il me le met avec les trics là-dessus. Donc, pour finir et pour vous dire au niveau de l'Azure Arc, comme je le précisais tout à l'heure, et surtout le fait est de ne pas oublier un point important, c'est que tous les agents de Microsoft peuvent se mettre, parce que c'est pas agent de test, hein, peuvent se mettre directement sur les machines on-premise, donc encore une fois avec des machines qui datent pas non plus de 10 milliards d'années, hein, on est évidemment d'accord là-dessus. Eh bien, automatiquement, c'est ça qui est génial, c'est que vous avez la possibilité de mettre ces agents-là et de les récupérer directement dans les logs, puisque automatiquement, Microsoft va les prendre avec le logo que vous avez et qui est évidemment mis en place. Donc c'est quand même je trouve que c'est le top parce que on est vraiment multi-cloud en tant que tel. C'est vraiment tel qu'on l'entend. Donc, au niveau de l'architecture, comme vous pouvez le voir, vous pouvez, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que lui, au travers de Defender, ce que vous avez dans votre Security Hub, vous faites votre Security Hub du côté d'AWS et il va directement aller déverser sur son Security Defender. Si vous avez du GCP, vous allez avoir évidemment le Security and Command Center, puisque c'est le Security Commander Center qui va le faire, qui lui-même aussi peut, alors effectivement, soit aller directement du côté Defender, mais pourrait aller être mangé par
une Azure Function, des Logic Apps, des choses comme on se l'est dit tout à l'heure, à me dire moi, je veux peut-être éventuellement mapper un peu mieux mes affaires, ou je veux éventuellement créer des connecteurs un petit peu plus touchés parce que je voudrais quand même mon kinésiste, je voudrais quand même mon S3, ou je voudrais quand même certains points parce que tout n'est pas spécialement vu partout. On sait un petit peu malheureusement du côté GCP, j'ai un peu moins l'habitude, mais du côté AWS, je sais qu'aussi que GuardDuty ou CloudWatch ne sont pas si explicites que ça. Des fois, c'est un peu compliqué parce que les ID sont vraiment des numéros, et puis ces gens, t'as intérêt de connaître ton truc si tu veux t'en sortir. Donc là aussi, si vous voulez étoffer un petit peu vos affaires, comme on peut appeler des API à côté, si vous avez l'ID d'une chose, vous vous dites ah ouais mais ça merde, c'était pas cette information-là, elle est pas là. C'est vrai que moi dans ma lambda, souvent d'ailleurs on a des CloudWatch ou des machins où on fait des lambda pour aller évidemment recréer ou mapper quelques infos dans son security hub. Là ça revient au même. Alors soit vous la refaites prête mâchouiller sur une lambda puis vous renvoyez, mais là vous perdez le côté Azure Defender Connection, donc c'est plutôt ça qu'il faut avoir, et une fonction qui vous permet de prendre évidemment la partie de la table directement sur place là où est le ciel. Ça vous permet évidemment de pas aller non plus repayer non plus d'autres choses. Pensez encore une fois à Cloud Native, on n'est pas dans un animal de compagnie, toujours du bétail, ça se refait, on est d'accord, c'est du yak, on refait jamais la même chose. Et puis évidemment, vous travaillez toujours où vous avez votre persistance, puisque si vous ne travaillez pas là où vous avez votre persistance, automatiquement, vous allez avoir obligatoirement des autorisations, des clés, des certificats et encore toute une patente encore à gérer, et tout un process de gouvernance. Que là, quand c'est évidemment à l'intérieur de votre persistance, en toute logique, vous êtes dans votre environnement. Donc, si vous êtes dans votre environnement où il y a le point, en plus c'est du back-end pur, là, si on parle d'Azure, c'est du back-end pur Azure, donc personne n'y a accès. À date, personne n'a pété Sentinel à ma connaissance, donc normalement, ou un log analytics. Donc, il y a eu des problèmes. On en a fait aussi pas mal dans le podcast. D'ailleurs, je reviendrai avec un nouveau Casey Labs en septembre. Mais le fait est, c'est que par défaut, il y en a eu encore un autre dernièrement là aussi, mais par défaut, c'est des problèmes d'agence, c'est des problèmes de machine, c'est des problèmes de points. Mais le back-end en tant que tel, le gros back-end, je veux dire, je pense que quand Microsoft veut se protéger, c'est marrant, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, ça, c'est important. Et n'oubliez pas que, et c'est ça qui est assez, on va dire, entre guillemets, intéressant pour finir vraiment ce podcast en beauté, c'est de dire que vous avez la possibilité. Alors, oui, c'est vrai. Après, on va me dire, ouais, mais si je suis pas développeur ou si j'y connais rien, Microsoft peut pas le faire. Après, vous avez aussi toujours l'opportunité, si vous êtes une grosse entreprise, de faire appel à la consultation ou à des gens extérieurs ou à des gens qui ont des compétences. Mais le gros atout, et là où ils ont été très forts pour une fois dans Sentinel en même temps, et quand je dis pour une fois, c'était pas le leitmotiv de Microsoft dans les années avant de 2010, on va dire, ou 2015, mais là où ils ont été très forts, c'est qu'ils l'ont fait déjà ouvert. Je veux dire que par défaut, Azure, comme le cloud public, comme vous le savez, c'est déjà un API à l'ouverture à 360 degrés. On peut tout faire. Si vous saviez tout faire, on peut tout faire. On peut tout manipuler, tout gérer. Mais là, le fait est, c'est qu'en plus, Sentinel, ils l'ont géré où dès le départ, la notion de custom connector, et n'oubliez pas la notion d'aller manger par des Azure Functions, manger par donc je vous rappelle, les Azure Functions, c'est comme les lambda d'AWS. Donc, manger par des Azure Functions ou des Logic Apps, de l'automotion même, vous pourriez très bien créer aussi une fonction. Et je vous rappelle aussi que les fonctions, il y a beaucoup de langages compatibles. Des fois, on me dit, ouais, mais c'est compliqué, c'est Microsoft. Non. C'est pas plus compliqué. Il y a des templates de partout et maintenant, ils sont Python, PowerShell, Go, C#, je crois qu'on est même compatible PHP. Enfin, vous avez la liste des langages qui sont faits. Donc, tout le monde peut plus ou moins, en tout cas, quand vous faites Go, C# et Python, on couvre presque, je pense, 80% des développeurs. Donc là, et Java aussi, d'ailleurs, les web apps sont aussi Java en même temps. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire de l'automation avec ce genre de choses ou faire éventuellement des function apps. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet de vraiment faire des custom. Et c'est ça qui est complètement fou, de faire des customs et d'intégrer des outils qui pourraient être comme Prometheus ou des trucs de Herbit, des monitoring de matériel, des choses qui vous permettraient de faire de l'export GuardDuty, parce que là, vous avez des EC2 sur AWS, puis tout compte fait, GuardDuty, c'est un peu l'asile pour l'avoir géré. Tiens, je voudrais avoir un truc SIEM pour au moins avoir des métriques. Parce que souvent, nos baselines de sécurité, c'est des métriques. C'est pas spécialement que des alertes parce qu'il y a
il y a un RCE ou un piège quelque part qui s'est levé le chapeau le matin. Hein. Ça peut être aussi genre, j'ai un threshold normalement de, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais mes machines, j'en ai que 10 d'ouverts et que il n'y a pas 10 connexions à chaque fois sur ma bécane. Si vous envoyez 50 d'ouverts ou qu'il y a tout de suite 100 connexions dans une machine, c'est que là, vous commencez à avoir soit le mec a vraiment perdu sa tête et il est devenu fou et il a décidé de faire 100 fois sa connexion, soit vous êtes vraiment bien attaqué par un putain de bug. Bref, il y a des choses qui peuvent être faites comme ça. Puis souvent, des gens veulent du ELK, veulent du Logstash, veulent d'autres outils qu'ils veulent avoir. Donc, vous avez cette possibilité-là, en tout cas pour AWS et comme GCP et multicloud en tant que tel. Parce qu'on a aussi parlé de multicloud, mais je peux vous assurer qu'il y a aussi des connecteurs qui sont en preview. Donc là, ne fait pas un NDA ou quoi que ce soit, mais il y a des connecteurs qui sont en preview pour le cloud d'IBM. Et puis aussi pour, là, il y en a un qui a émis l'idée de faire aussi un système pour Alibaba. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils vont s'ouvrir, parce que Alibaba, je vous rappelle que c'est quand même chinois aujourd'hui. Donc, par défaut, je veux dire que on a les possibilités. Et en plus, la communauté a déjà fait, puis là je termine avec ça, a déjà fait les analytic rules, les template rules que vous avez pour AWS, in the box, out of box, comme on dit, hein, en OOM, et les threat hunting pour AWS. Donc, pour les analytics, vous avez les change main to AWS IAM policies, par exemple. Bon, bah, ça, c'est CloudTrail. Bah, là, vous savez, si vous voulez une alerte ou une threat sur quelqu'un m'a changé mes IAM policies, bingo, c'est fait, vous avez une alerte qui est faite. Vous voulez du tracking privilege account pour du rare activity, bingo, vous l'avez aussi, et puis ils l'ont généré. Ça, c'est du security alert. C'est géré avec évidemment Defender, comme on vient de dire. Vous pouvez avoir du IAM privilege escalation par instance profile attachment. Bah, pareil, ça, c'est du AWS CloudTrail. Le privilege role attachment to instance ou le unused ou le unsupported cloud region. Bah là, tout de suite, hop, c'est renvoyé aussi. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont déjà mises en place. Et puis là, pour pas faire, évidemment, ou paraphraser mon ami Nicolas de tout à l'heure, hein, parce que, évidemment, je ne vais pas lui piquer ses belles idées. Sinon, il va me dire, je t'emmène plus dans mes affaires. Mais pour les petites PME ou les petites entreprises, comme on a dit tout à l'heure, et qui étaient à moins de temps, parce que c'est moins de temps, moins de personnes et moins de facilité, vous imaginez que tout ça qui est déjà créé, avec évidemment les règles, les analytiques, les points et compagnie, je sais pas la mesure du temps que vous pouvez imaginer que ça fait comme temps au moins pour vos gars de vérifier ou de gérer les choses, parce que ça, c'est built-in. Le mec, s'il est pas tout à fait, il fait ça en permanence et que c'est son job et que bon, il a à peu près l'avantage, on va dire, comment je veux dire, son quotidien, c'est ça, au travers évidemment de monitorer ou d'analyser et compagnie, ça va pas lui sentir d'esprit à gérer évidemment une rules. Ça, c'est sûr, il faut s'adapter à Sentinel et comme je l'ai dit, le langage de query de Sentinel est le KQL, hein, le Custo Query Language. On doit faire d'ailleurs, on l'a fait, on doit faire un podcast là-dessus d'ailleurs. En effet, oui, ça sera bien pour bientôt. Puis j'ai beaucoup de choses à dire. C'est un truc extraordinaire le KQL, donc honnêtement, moi, je suis pour le fait de dire que si je vous ai pas convaincu que là, vous avez déjà un SIEM pour un quart d'heure de boulot à pas cher et que vous n'avez pas un multi-cloud possible, même si vous n'êtes pas chez Microsoft, et que vous avez les moyens, évidemment, de gérer au mieux vos analytiques rapidement pour ne pas être blind, c'est-à-dire ne pas être aveugle, et il n'y a rien de pire chez un gars de sécurité d'être aveugle parce que les systèmes sont pas gérés, sont pas ouverts, qu'on n'a pas les logs et que j'en passe c'est des meilleurs. Hein, je crois qu'on est tous pareils. Puis là, en même temps de parler, parce que des fois je veux pas faire. Regarde, mon Nicolas, tout ce que je t'ai fait pour vous dire les AWS, pour tout ce qu'on a à dégérer, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Bref, non, je peux vous dire que honnêtement, c'est assez bluffant. D'ailleurs, c'est tellement bluffant qu'on se demande même si il n'y a pas un loup derrière. Est-ce que ça va pas nous coûter une beurrée et autres. Puis moi, pour l'avoir utilisé dans mon cadre de mon travail, honnêtement, il n'y a aucun loup. L'entreprise pour qui je travaille a beaucoup d'argent et c'est pas pour autant qu'elle regarde pas ses dépenses et qu'elle regarde pas ce qu'il en est. On a vérifié, on a fait ce qu'il en est. Je peux vous assurer que c'est vraiment utile. Donc,
pour tout ce temps-là, pour tout le fait du setupage, pas avoir de CTI. Encore une fois, on vous rappelle cloud natif, cloud inclusive et cloud public en tant que tel. On ne réinvente pas la poudre, on réinvente pas des VM là où on n'a pas besoin. On est des cow-boys du cloud. Hein. J'adore ce nouveau terme du cow cloud. Voilà, du cow cloud ou du cloud boy. Ah ouais, cloud boy. Tiens, on va inventer un nouveau truc, le cloud boy. Le cloud boy. On n'est pas du cowboy, on est du cloud boy. Ça, c'est Francky. Hein. Non, personne n'a le droit de me le piquer, de me mettre sur le code. C'est Francky. Cloud boy. On l'a sorti sur le Polysecure. Du cloud boy pour du bestial de technique de Yak. Bah, c'est ça qu'il faut être. Je crois que je peux pas vous dire mieux parce que vous allez gagner votre temps, votre argent, puis en pénurie de main-d'œuvre, je peux vous assurer que vous allez remercier grandement Polysecure si vous avez écouté ça, parce que si vous le mettez en place, bah, vous allez gagner du temps et des moyens. Et tout de suite, vous allez avoir un spin-off glace qui va fonctionner. En tout cas, merci de m'avoir encore enduré une fois. Merci Nicolas pour l'invitation. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, au prochain sujet. À très bientôt. Oui, merci beaucoup pour ton temps, ta générosité encore. C'était encore très, très bien, très intéressant. Puis justement, on en a plusieurs de planifiés. Fait qu'on va reprendre ça bientôt. Ça marche. Merci à toi, Nicolas. À bientôt.